Le château du Bois se dressait tel une forteresse moderne au sommet des collines dominant la ville, ses immenses baies vitrées du sol au plafond reflétant les dernières lueurs dorées d'un crépuscule mélancolique. Vu de l'extérieur, l'édifice incarnait la perfection, le summum de la réussite, l'image même d'une puissance inébranlable et d'une vie que le commun des mortels ne pouvait qu'envier dans ses rêves les plus fous. Cependant, à l'intérieur de ces murs de verre et de béton, Chloé Leclerc avait appris, au fil de jours qui semblaient des siècles, que les apparences sont souvent les mensonges les plus séduisants et les plus cruels qui soient. Chloé se tenait immobile devant le grand miroir de sa suite parentale, son regard scrutant son propre reflet avec une intensité mêlée de résignation. Elle portait une robe en soie d'un ton ivoire délicat, choisie avec une attention méticuleuse pour cette soirée précise. Le tissu luxueux glissait sur sa peau comme une caresse liquide, épousant ses courbes avec une élégance subtile, suggérant la féminité sans jamais tomber dans l'ostentation. Elle avait passé des heures à onduler ses cheveux châtains qui cascadaient maintenant en vagues douces sur ses épaules nues, et son maquillage, discret mais soigné, mettait en valeur la profondeur de ses yeux sombres. Ces mêmes yeux qui, autrefois, pétillaient d'une espérance naïve et vibrante, ne renvoyaient plus aujourd'hui que l'écho d'une tristesse contenue, d'une solitude apprivoisée par la force des choses. Cette nuit marquait une date fatidique, cela faisait exactement 3 ans qu'elle était devenue Madame Dubois. 3 années d'une union qui n'avait de réalité que sur les certificats officiels et les couvertures glacées des magazines de la haute société. 3 ans de silence, de distance infranchissable et de sourires de façade. Le bruit lourd de la porte d'entrée s'ouvrant au rez-de-chaussée brisa le silence sépulcral de la demeure. Malgré elle, malgré la raison et l'expérience, Chloé sentit son cœur s'emballer dans sa poitrine, un réflexe pathétique qu'elle maudissait mais qu'elle n'avait jamais réussi à dompter. Même après tout ce temps, même en sachant pertinemment qu'il ne la regarderait jamais comme elle le regardait, son corps trahissait son esprit, réagissant à la simple présence de son mari dans le même espace. Quelques instants plus tard, Nicolas Dubois pénétra dans le dressing attenant sans même jeter un regard vers la chambre où elle l'attendait. À travers la porte entr'ouverte, Chloé l'observait. Il retirait sa cravate avec des gestes précis, mécaniques, presque chirurgicaux. C'était un homme d'une beauté dévastatrice, possédant cette alliance létale de pouvoir brut et de charisme masculin qui faisait perdre la raison à tant de femmes. Son costume italien, coupé sur mesure, moulait parfaitement ses épaules larges et sa silhouette athlétique entretenue par une discipline de fer. Ses cheveux noirs étaient légèrement ébouriffés, signe qu'il y avait passé ses mains nerveuses à de multiples reprises au cours d'une journée sans doute harassante. Sa mâchoire carrée se contractait imperceptiblement, un tic qu'elle connaissait bien et qui signalait son irritation. Et Chloé savait, avec une certitude douloureuse, que la source de cette irritation n'était autre que sa propre existence. Elle prit une profonde inspiration pour se donner du courage et s'avança vers l'encadrement de la porte qui les séparait, non seulement physiquement, mais émotionnellement. « Nicolas, te souviens-tu de quel jour nous sommes » demanda-t-elle d'une voix qu'elle voulait ferme mais qui sortit avec une douceur tremblante. Il ne se retourna même pas. Il continua de retirer ses boutons de manchette, son attention fixée sur une tâche invisible. « Vendredi » répondit-il de ce ton distant et professionnel qu'il réservait à ses subordonnés, comme si elle n'était qu'une employée de plus au sein de l'Empire du Bois. « Il doit y avoir quelque chose dans l'agenda que j'ai oublié. » Chloé sentit la brûlure familière des larmes monter au coin de ses yeux, menaçant de la trahir, mais elle avait, au fil des mois, perfectionné l'art de les contenir, de les ravaler pour ne pas lui donner la satisfaction de voir sa faiblesse. « C'est notre anniversaire » dit-elle finalement, détestant le léger tremblement qui fracturait sa voix. 3 ans. Nicolas se figea un instant. Ses mains restèrent suspendues en l'air, arrêtées dans le processus de déboutonner sa chemise. Le silence s'étira, lourd de sens, avant qu'il ne reprenne ses mouvements comme si elle n'avait rien dit d'une importance capitale. Ah, lâcha-t-il sans la moindre émotion, comme on constate la météo. J'ai un dîner important ce soir. Je ne pourrai pas être là. Chaque mot fut comme un coup de poignard direct dans la poitrine de Chloé. Elle avait passé des jours entiers à planifier cette soirée. Elle avait personnellement supervisé la préparation de son plat préféré avec le chef, goûtant chaque sauce, vérifiant chaque détail. Elle avait donné congé au personnel de service plus tôt que d'habitude pour garantir une intimité totale dans cette immense maison vide. Elle avait nourri ce petit espoir stupide et tenace que peut-être, juste peut-être, cette soirée pourrait être différente. Qu'il pourrait enfin la voir, non pas comme l'épouse imposée par une fusion commerciale entre la famille Marchand et l'Empire du Bois, mais comme la femme qui était tombée éperdument amoureuse de lui malgré tout. J'ai annulé tous mes engagements en pensant que nous pourrions dîner ensemble,
insista Chloé, luttant pour maintenir sa dignité alors que son monde intérieur s'effondrait. J'ai tout préparé, Nicolas. C'est juste une soirée. Il se tourna enfin vers elle, et Chloé ressentit cet impact physique qu'elle éprouvait toujours lorsque ses yeux gris acier se posaient sur elle. Mais il n'y avait aucune chaleur dans ce regard, seulement une froideur calculée qui la faisait se sentir nue, exposée et jugée. Chloé, nous en avons déjà parlé, dit-il avec cette voix contrôlée, celle qu'il utilisait dans les salles de conseil pour écraser la concurrence. Ce mariage est un accord. Nous maintenons les apparences publiques que nos familles exigent. Ne me demande pas plus que ce que je peux donner. Tu ne peux pas donner une seule soirée ? Demanda-t-elle, et cette fois, elle ne put empêcher sa voix de se briser. Même pas pour notre anniversaire ? Nicolas l'observa un long moment. Pendant une fraction de seconde, Chloé crut voir passer une ombre de regret sur son visage, une hésitation, mais elle disparut aussi vite qu'elle était apparue, remplacée par son masque d'indifférence habituel. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà, trancha-t-il. Il retourna son attention vers son reflet dans le miroir pour finir de se changer. Ce dîner est avec des investisseurs majeurs. Je ne peux pas l'annuler. Chloé savait la vérité. Elle la connaissait viscéralement. Elle avait vu les photos volées sur les réseaux sociaux, les regards complices capturés par des objectifs indiscrets. Elle avait entendu les murmures du personnel de maison lorsqu'il pensait qu'elle n'était pas à portée d'oreille. Ce dîner n'était pas avec des investisseurs. Il était avec elle. Valérie Lefebvre. Valérie, la femme élégante, sophistiquée et ambitieuse qui faisait partie de la vie de Nicolas bien avant leur mariage forcé. La femme qui occupait la place que Chloé ne pourrait jamais avoir, la place dans son cœur. C'est avec Valérie, n'est-ce pas ? Demanda Chloé, se surprenant elle-même par cette audace soudaine. Nicolas se tendit visiblement, ses muscles se contractant sous sa chemise, mais il ne prit même pas la peine de nier. Cela ne te regarde pas, répondit-il d'une voix coupante comme du verre brisé. Ma vie privée est en dehors des termes de ce mariage. Les termes de ce mariage. Répéta Chloé avec amertume. Comme si l'amour était une clause qu'on pouvait négocier dans un contrat, comme si son cœur ne se brisait pas un peu plus chaque jour passé à vivre avec un homme qui la traitait comme une étrangère dans sa propre maison. Nicolas enfila une chemise fraîche d'un bleu nuit profond qui faisait paraître ses yeux gris presque argentés. Il s'aspergea de son eau de Cologne, ce parfum masculin, boisé et sophistiqué qui donnait à Chloé l'envie irrépressible de se blottir contre lui tout en la poussant à garder ses distances. Il était parfait. Il était prêt à impressionner. Prêt à séduire. Mais pas elle. Jamais elle. Je rentrerai tard, dit Nicolas en saisissant son portefeuille en cuir et les clés de sa voiture de sport. Ne m'attends pas éveillé. Et sans un mot de plus, sans même un geste d'au revoir ou un regard en arrière, il sortit de la chambre. Chloé écouta le bruit de ses pas s'éloigner rapidement sur le marbre froid du couloir, puis le vrombissement puissant du moteur s'éveillant dans l'allée, s'éloignant pour disparaître dans la nuit urbaine. Alors, et seulement alors, seule dans cette forteresse immense et vide, Chloé s'autorisa à s'effondrer. Elle se laissa tomber sur le bord du lit king size, ses mains tremblantes alors qu'elle retirait les boucles d'oreilles qu'elle avait mises avec tant d'illusion. La robe de soie qu'elle avait achetée spécialement pour cette soirée lui semblait maintenant être un costume ridicule, une moquerie cruelle de sa propre naïveté. Elle s'était faite belle, elle s'était préparée, elle s'était accrochée à cet espoir ridicule que ce soir serait le début d'un nouveau chapitre. Mais Nicolas avait choisi Valérie. Comme toujours. Comme il le ferait probablement toujours. Chloé porta instinctivement une main à son ventre, sentant la chaleur de sa paume contre le tissu de sa robe. Elle gardait là un secret, découvert il y a à peine 2 semaines. Au début, face aux résultats positifs du test, elle avait ressenti une panique pure et absolue. Un enfant d'un homme qui ne l'aimait pas. Un enfant conçu lors d'une de ces rares nuits où Nicolas avait rempli ses devoirs conjugaux de manière mécanique et distante, comme s'il s'agissait d'une tâche administrative de plus sur sa liste interminable d'obligations. Mais ensuite, dans la solitude de sa salle de bain, en fixant ses 2 lignes roses, quelque chose d'autre avait émergé. L'espoir. Un espoir dangereux, brillant et terrifiant qui lui chuchotait que peut-être, cet enfant pourrait tout changer. Qu'un fils ou une fille pourrait faire fondre la glace qui encerclait le cœur de Nicolas. Qu'il pourrait enfin apprendre à l'aimer à travers cet enfant. Elle avait prévu de le lui annoncer ce soir. Elle avait imaginé la scène 1000 fois, elle lui prendrait les mains,
lui dirait les mots qui changeraient leur vie, verrait la surprise dans ses yeux, peut-être même de la joie. Elle avait fantasmé qu'il la prendrait dans ses bras, qu'il lui dirait que tout irait bien, qu'il trouverait un moyen de former une vraie famille. Mais il n'était même pas resté pour le dîner. Chloé se leva lentement et marcha vers la grande baille vitrée qui offrait une vue panoramique sur la ville illuminée. Quelque part là-bas, sous ces lumières scintillantes, Nicolas était avec Valérie. Il riait probablement avec elle, la touchait avec cette familiarité et cette affection qu'il n'avait jamais montrée à sa femme. Ils étaient sans doute attablés dans un restaurant exclusif où la lumière des bougies ferait scintiller les bijoux qu'il lui offrait, où il pouvait être même sans les restrictions d'un mariage de convenance. Une partie de Chloé voulait le haïr. Elle voulait ressentir de la rage, de l'indignation, l'envie de se battre pour ce qui lui revenait de droit. Mais elle ne ressentait qu'une fatigue abyssale, un épuisement de l'âme qui la consumait de l'intérieur. Elle regarda ses mains, imaginant à quoi elles ressembleraient dans quelques mois, posées sur un ventre rond. Comment réagirait Nicolas en apprenant la nouvelle plus tard? Sentirait-il quelque chose, ou verrait-il simplement ce bébé comme une autre complication, une autre chaîne à son pied dans sa vie parfaitement ordonnée? Elle ferma les yeux, sentant le poids des larmes glisser sur ses joues. Elle était entrée dans ce mariage avec le cœur grand ouvert, croyant sincèrement que l'amour pouvait naître même sur le sol le plus aride. Elle avait supporté 3 ans d'indifférence, 3 ans à dormir seule dans un lit trop grand, 3 ans à aimer un homme qui ne lui rendrait jamais cet amour. Mais maintenant, il y avait une vie qui grandissait en elle. Une vie innocente qui méritait mieux qu'un père absent et une mère brisée par le chagrin. Chloé ouvrit les yeux et regarda son reflet dans le verre sombre de la fenêtre. Elle vit une femme jeune, belle, qui avait sacrifié ses rêves sur l'autel d'un mariage sans amour. Elle vit quelqu'un qui s'était perdu en essayant d'être suffisante pour un homme qui ne la voyait même pas. Et pour la première fois en 3 ans, la question ne fut plus de savoir comment le conquérir, mais combien de temps elle pourrait encore tenir avant qu'il ne reste plus rien d'elle à sauver. Dehors, la ville brillait de promesses qui ne lui appartenaient pas. Et quelque part dans cette nuit, l'homme qui portait son nom d'épouse offrait son cœur à une autre, ignorant totalement que la femme qu'il avait laissée derrière lui prenait à cet instant précis la décision la plus importante de sa vie. Le restaurant Lumière était un sanctuaire d'élégance française au cœur de la métropole, avec ses lustres en cristal et ses nappes d'un blanc immaculé. Nicolas Dubois était assis à sa table habituelle, celle qui offrait discrétion et vue imprenable. Face à lui, Valérie Lefebvre rayonnait de cette sophistication naturelle qui l'avait toujours attiré. Valérie était tout ce qu'on attendait de la compagne d'un homme comme lui, brune, coiffée à la perfection, maquillage impeccable soulignant des traits aristocratiques, vêtue d'une robe noire de créateur qui sublimait sa silhouette svelte. Elle était intelligente, spirituelle, et comprenait son monde de requins et de fusion sans avoir besoin d'explications. Plus important encore, elle ne lui demandait jamais ce qu'il ne pouvait pas donner. Elle ne demandait pas d'amour passionnel, pas de promesses éternelles, elle ne le regardait pas avec ses yeux de chien battu remplis d'un espoir désespéré qu'il voyait chez Chloé chaque fois que leurs regards se croisaient. « Je pensais que tu annulerais », dit Valérie alors que le sommelier remplissait leur verre d'un grand cru classé. « C'est ton anniversaire de mariage, après tout. » Nicolas prit une gorgée de vin, appréciant le liquide complexe sans vraiment y prendre plaisir. « Un anniversaire d'un mariage qui ne signifie rien », répondit-il avec ce ton désinvolte qu'il adoptait toujours pour parler de Chloé, comme si elle n'était qu'un détail mineur, une note de bas de page dans sa biographie. Juste un papier que nos 2 familles avaient besoin que nous signions. Valérie l'observa avec ses yeux verts perçants qui connaissaient tous ses secrets. « Cela ne signifie rien ?» demanda-t-elle avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. « Alors pourquoi as-tu l'air si tendu ce soir ?» Nicolas serra la mâchoire. Il n'était pas tendu. Il était juste fatigué. Fatigué de maintenir les apparences, fatigué de feindre que ce mariage était autre chose qu'une transaction commerciale ayant bénéficié à l'Empire Dubois et à la famille Marchand. Chloé avait été la fille parfaite pour cet accord, jeune, issue d'une bonne lignée, éduquée pour être l'épouse décorative que les fonctions sociales exigeaient. Mais c'était tout ce qu'elle était. Tout ce qu'elle pouvait être. Pourquoi pensait-il à elle maintenant? Pourquoi l'image de Chloé dans cette robe de soie ivoire, avec ses yeux sombres voilés de tristesse, continuait-elle de s'imposer à son esprit? Il secoua la tête, chassant cette pensée, et se concentra sur Valérie, sur leur conversation fluide concernant ses derniers projets immobiliers, sur les rires faciles qu'ils partageaient. C'était ce dont il avait besoin. Pas de complications émotionnelles, pas d'attentes impossibles,
pas ce regard de désir que Chloé lui lançait et qui le faisait se sentir comme le méchant d'une histoire qu'il n'avait jamais demandé à vivre. Pendant ce temps, au château du bois, Chloé errait dans les couloirs vides, pieds nus. Elle avait retiré sa robe magnifique et enfilé une tenue confortable, un pantalon souple et un pull large qui ne comprimait pas son ventre ou grandissait cette vie dont Nicolas ignorait l'existence. La table de la salle à manger était toujours dressée, intacte. Les chandelles s'étaient consumées jusqu'à ne laisser que des flaques de cire figées. Le repas avait refroidi depuis des heures. C'était une nature morte pathétique, pensa Chloé. Un monument à ses illusions brisées. Elle se servit un verre d'eau et s'assit dans le grand salon, fixant les photos encadrées sur les murs. Le mariage avait été un événement spectaculaire, digne des rois. Sur les photos, elle souriait, radieuse, sa robe en dentelle française flottant autour d'elle comme un rêve. Nicolas était d'une beauté renversante dans son smoking, une main posée possessivement sur sa taille pour l'objectif. Mais Chloé se souvenait de la vérité derrière ses sourires glacés. Elle se souvenait que Nicolas l'avait à peine regardée durant la cérémonie. Qu'il avait prononcé ses vœux avec l'émotion d'un notaire lisant un acte de vente. Elle se souvenait de la lune de miel aux Maldives, où il avait passé la majeure partie du temps en conférence téléphonique, la laissant seule dans un paradis qui ressemblait à une prison dorée. Elle avait été si naïve de penser qu'elle pourrait le changer. Que son amour serait suffisant pour éveiller quelque chose en lui. Chloé porta de nouveau la main à son ventre, imaginant ce minuscule être. Un bébé. Leur bébé. Bien que Nicolas ne le sache jamais si elle ne le lui disait pas. Et si elle le lui disait, que se passerait-il? Elle pouvait imaginer le scénario avec une clarté douloureuse, il se sentirait piégé. Le bébé deviendrait une chaîne de plus, un poids supplémentaire dans une relation qui coulait déjà. Elle passerait les prochaines années à le voir s'éloigner davantage, son ressentiment grandissant, regardant leur enfant non pas avec amour, mais avec cette même indifférence froide. Non. Ce n'était pas ce qu'elle voulait pour son enfant. Ce n'était pas ce qu'elle voulait pour elle-même. Chloé se leva, une résolution nouvelle durcissant ses traits. Elle marcha vers le bureau, ce sanctuaire de bois sombre où Nicolas passait le peu de temps qu'il accordait à la maison. Elle s'assit à son bureau impérial et alluma la lampe de travail. Elle trouva du papier à lettres élégants, frappé du monogramme de la famille Dubois en relief doré. L'ironie ne lui échappa pas, elle écrirait sa lettre d'adieu sur un papier portant son nom à lui. Elle saisit le stylo Mandblank qu'il lui avait offert pour leur premier anniversaire, le seul cadeau personnel en 3 ans, et commença à écrire. Nicolas. Elle s'arrêta, ne sachant comment résumer 3 ans de douleur, d'amour à sens unique et de rêves piétinés. Elle reprit, sa plume grattant le papier avec urgence. Elle raconta les nuits d'attente, l'amour qu'elle avait versé dans le vide, la solitude d'être mariée à un fantôme. Elle lui expliqua le chagrin de le voir offrir à une autre ce qu'elle désirait tant. Et puis, la main tremblante, elle écrivit les mots qui changeraient tout. Je suis enceinte, Nicolas. De 3 mois. Je comptais te l'annoncer ce soir, pour notre anniversaire. J'ai pensé que peut-être, juste peut-être, cette nouvelle pourrait te faire me regarder différemment. Que tu nous verrais comme une famille, et non plus comme une obligation. Les larmes tachaient l'encre par endroits, mais elle continua. Mais tu n'es pas resté. Tu as choisi d'être avec elle, comme toujours. Et j'ai réalisé que cela ne changera jamais. Tu ne m'aimeras jamais. Et notre enfant mérite de grandir dans l'amour, pas dans l'indifférence glaciale que tu m'as offerte pendant 3 ans. Alors je pars. Je ne te demande rien. Je ne veux rien de toi, sauf ma liberté. Quand tu liras cette lettre, je serai déjà loin. Ne me cherche pas. Cela n'a aucun sens. Elle signa, Chloé Marchand. Non, Dubois. Ce nom n'avait jamais été vraiment le sien, après tout. Elle laissa la lettre bien en évidence au centre du bureau. Puis elle monta dans sa chambre et commença à faire ses bagages. Elle ne prit que l'essentiel, ce qui pouvait tenir dans une valise modeste. Elle laissa derrière elle les bijoux de valeur, les vêtements de haute couture, tous les symboles de cette vie factice. En pliant ses vêtements simples, elle ressentit une sensation étrange. Ce n'était pas seulement de la tristesse. C'était du soulagement. Pour la première fois, elle prenait le contrôle. Elle choisissait sa dignité. Elle choisissait son enfant. Quand elle eut fini, il était presque 2 heures du matin. Nicolas n'était toujours pas rentré. Il était probablement chez Valérie,
dans cet appartement qu'il lui avait offert, ce lieu où il pouvait prétendre que l'épouse n'existait pas. Chloé saisit sa valise et descendit les escaliers pour la dernière fois. Elle marqua une pause dans le hall majestueux, regardant une dernière fois ce château qui avait été sa cage. Puis elle ouvrit la lourde porte et s'avança dans la nuit, vers une liberté incertaine mais qui lui appartenait enfin. Le taxi qu'elle avait commandé l'attendait. Chloé monta sans se retourner, une main protectrice sur son ventre, tandis que le château du bois disparaissait dans l'obscurité. L'aube peignait le ciel de nuances roses et dorées lorsque Nicolas rentra enfin. Il avait passé la nuit avec Valérie, comme tant d'autres fois, fuyant ses responsabilités. Mais ce matin-là, en conduisant sa voiture sur les routes désertes, une inquiétude sourde lui serrait la poitrine. Peut-être était-ce le vin, le manque de sommeil, ou cette image persistante de Chloé qu'il n'avait pu effacer de son esprit. La façon dont elle avait dit « c'est notre anniversaire », avec ce mélange d'espoir et de résignation. Il gara la voiture et entra. Le silence le frappa de plein fouet. D'habitude, même tôt le matin, Chloé était levée. Il l'apercevait souvent en train de prendre le thé ou de lire, faisant semblant de ne pas l'attendre. Mais ce matin, la maison était figée. Il monta, desserrant sa cravate, prévoyant une douche rapide avant le bureau. C'est en passant devant son bureau qu'il vit la lumière allumée. Il fronça les sourcils. Chloé n'entrait jamais ici. Il poussa la porte, s'attendant à la trouver endormie sur le canapé ou prête à lui faire une scène. Mais la pièce était vide. Sauf pour la lettre. Elle trônait au centre du bureau, impossible à ignorer. Nicolas sentit son mauvais pressentiment s'intensifier. Il s'approcha et prit le papier. Nicolas. L'écriture élégante était indéniablement celle de Chloé. Il commença à lire, et à chaque ligne, le sol semblait se dérober un peu plus sous ses pieds. Elle l'avait attendu. Elle avait espéré. Et il était parti. Mais ce n'était rien comparé au choc qui suivit. Je suis enceinte. Les mots le frappèrent comme un coup physique. Il dut relire la phrase 3 fois pour que son cerveau l'accepte. Enceinte. Chloé attendait un enfant depuis 3 mois. Un fils ou une fille. Et il n'en avait rien su. Elle avait voulu le lui dire, et il l'avait laissé pour aller voir sa maîtresse. Il lut la suite, chaque mot une accusation brûlante. La solitude, l'amour non partagé, la décision de partir pour protéger l'enfant de son indifférence. Je pars. Une panique pure, viscérale, s'empara de lui. Il courut vers la chambre de Chloé. La porte était ouverte, le lit fait, parfaitement lisse. Les placards étaient ouverts, à moitié vides. Les cintres nus se balançaient doucement. Elle était partie. Vraiment partie. Elle avait laissé tout ce qu'il avait acheté, ne prenant que le strict nécessaire pour fuir loin de lui. Il retourna dans le bureau, relisant la lettre comme si les mots pouvaient changer. Notre enfant mérite de grandir dans l'amour. Ne me cherche pas. Nicolas s'effondra dans son fauteuil de cuir. Pour la première fois depuis son enfance, depuis que son père lui avait appris que les émotions étaient une faiblesse, il sentit des larmes brûler ses yeux. Il allait être père. Et la mère de son enfant l'avait quitté parce qu'il avait été trop aveugle, trop égoïste, trop lâche. Il revit toutes les fois où elle avait tenté de se rapprocher, tous les repas solitaires, tous les anniversaires manqués. Et maintenant, elle était seule quelque part, enceinte. Il saisit son téléphone, les mains tremblantes, et composa le numéro de Chloé. Messagerie directe. Il réessaya. Encore. Toujours cette voix mécanique indiquant que le numéro n'était plus attribué. Elle avait coupé les ponts. Sa famille. Elle avait dû aller chez les Marchands. Il appela Marie Marchand, la mère de Chloé. Elle décrocha après la 3e sonnerie. Marie, c'est Nicolas. J'ai besoin de parler à Chloé. Est-elle avec vous? Un long silence glacial. Ma fille n'est plus votre souci, Nicolas, répondit Marie d'une voix qui suintait le mépris. Vous avez fait votre choix il y a longtemps. Elle raccrocha. Vous avez fait votre choix. Oui, il l'avait fait, encore et encore, pendant 3 ans. Il avait choisi son confort, ses désirs, sa maîtresse. Et maintenant, il en payait le prix fort. Il appela son assistant pour annuler sa journée, puis son chef de la sécurité pour lancer une recherche, caméra, vol, train.
Il fallait la retrouver. Mais au fond de lui, alors qu'il donnait des ordres d'une voix qui se voulait autoritaire, Nicolas savait que le problème était bien plus profond. Même s'il la retrouvait, que lui dirait-il? Comment effacer 3 ans de trahison émotionnelle? Il regarda les photos de mariage sur une étagère. Chloé y semblait si pleine d'espoir. Il avait détruit cet espoir, pièce par pièce. Le téléphone sonna. C'était Valérie. Nicolas regarda l'écran avec un dégoût soudain. Combien de fois avait-il ignoré Chloé pour répondre à Valérie? Il laissa sonner. Il avait des choses plus importantes à faire. Il avait une femme à retrouver, un enfant à protéger, une vie à réparer. Mais alors que le soleil inondait la pièce, illuminant ce manoir vide, Nicolas réalisa avec terreur qu'il était peut-être trop tard. Peut-être que certaines choses, une fois brisées, ne se réparent jamais. 3 mois s'étaient écoulés depuis la disparition de Chloé. Nicolas Dubois avait appris à ses dépens que l'argent et le pouvoir ne pouvaient pas tout acheter. Il ne pouvait acheter ni le pardon, ni le retour d'une femme qui avait décidé de s'effacer. Il avait engagé les meilleurs détectives privés. Il avait épluché chaque relevé bancaire. Mais Chloé avait été maligne. Elle avait retiré de l'argent liquide petit à petit avant son départ. Elle avait pris un bus, brouillé les pistes. Elle pouvait être n'importe où. Le château du bois était devenu un mausolée. Nicolas errait dans les pièces, voyant le fantôme de Chloé partout. La terrasse où elle buvait son thé, la bibliothèque où elle lisait. Chaque espace vide criait son absence. Le travail n'avait plus de saveur. Les contrats millionnaires lui semblaient futiles. Valérie avait disparu de sa vie le jour où il lui avait avoué la vérité et son intention de retrouver sa femme. Elle l'avait traité de pathétique et était partie sans se retourner. Il n'avait ressenti aucune perte. Tout ce qui l'obsédait, c'était Chloé. Seule, enceinte de 6 mois maintenant. Il avait perdu du poids, son visage était marqué par l'insomnie et les cernes. Chaque nuit, il faisait des cauchemars où elle était en danger, où l'enfant naissait sans lui. Pendant ce temps, à des centaines de kilomètres de là, dans une petite ville côtière en Provence, loin du tumulte parisien, Chloé commençait une nouvelle vie. Elle avait loué un petit appartement modeste avec vue sur la mer. Les matins, elle marchait sur la plage, respirant l'air salin, une main sur son ventre désormais bien rond. Elle portait des robes amples en coton, loin des soies et des carcans de sa vie d'avant. Ses cheveux avaient repoussé au naturel, son visage sans maquillage respirait une beauté sereine. Elle avait trouvé un travail dans une petite librairie du centre-ville, tenue par un homme âgé et bienveillant nommé Jean Moreau, qui ne posait pas de questions. Elle s'était présentée comme veuve, une histoire plus simple à porter que la vérité. Elle s'était fait des amis, des femmes du quartier qui lui tricotaient des chaussons pour le bébé. Elle découvrait une vie simple, authentique. Mais les nuits restaient difficiles. Dans son lit étroit, sentant le bébé bouger, elle pensait à Nicolas. Avait-il lu la lettre? S'en fichait-il? Et cette question lancinante, avait-elle le droit de priver son fils de son père? C'est alors qu'à Paris, un appel changea tout. Un détective avait une piste. Une tentative d'utilisation de la vieille carte de crédit de Chloé et sans doute une erreur d'inattention de sa part pour un achat en ligne annulé avait laissé une trace numérique. Une localisation, la petite ville en Provence. Nicolas sentit son cœur redémarrer. Il ne réfléchit pas. Il prit sa voiture et fonça vers le sud. 5 heures plus tard, il arrivait dans cette ville baignée de soleil, si différente de son monde gris. Il ne savait pas quoi lui dire. Comment demander pardon pour l'impardonnable? Il repéra la librairie décrite par le détective. À travers la vitrine, il vit une silhouette qui lui coupa le souffle. Une femme aux cheveux longs, vêtue d'une robe bleue, rangeait des livres. Elle se tourna de profil, révélant la courbe sans équivoque de sa grossesse. C'était elle. Chloé. Après des mois d'enfer, elle était là. Il resta figé de l'autre côté de la rue. Elle semblait apaisée. Elle riait avec Jean Moreau. Elle rayonnait d'une lumière qu'il ne lui avait jamais connue. Nicolas comprit alors qu'il avait un choix. Il pouvait faire irruption, exiger, utiliser sa force. Ou il pouvait attendre. Pour la première fois, il choisit de ne pas être égoïste. Il décida d'observer. Pendant 3 jours, il la regarda de loin.
Il la vit vivre cette vie simple qu'elle s'était construite. Il sentit grandir en lui la certitude qu'il l'aimait, non pas comme une possession, mais comme la femme qu'elle était devenue sans lui. La peur qu'elle le rejette le paralysait. Le 4e jour, le destin força sa main. Il était assis à la terrasse d'un café en face de la librairie quand Chloé sortit du travail. Mais quelque chose n'allait pas. Elle marchait lentement, se tenant le bas du dos, grimaçant. Soudain, elle vacilla, portant une main à son ventre avec un cri étouffé de douleur. Nicolas n'hésita plus. Il traversa la rue en courant. Chloé! Elle leva les yeux, et le monde s'arrêta. La surprise, puis la peur, traversèrent son regard. Non. Souffla-t-elle en reculant. Tu ne peux pas être là. Comment m'as-tu trouvé? Nicolas leva les mains en signe de paix, désespéré. S'il te plaît, ne fuis pas. Je veux juste savoir que tu vas bien, que le bébé va bien. Ses yeux tombèrent sur le ventre de sa femme, et l'émotion le submergea. Chloé protégea son ventre de ses bras. Nous allons bien. Nous n'avons pas besoin de toi. Va-t'en, Nicolas. Une nouvelle contraction la plia en deux. Nicolas fut sur elle en une seconde, la soutenant fermement. Depuis quand as-tu ces douleurs? Demanda-t-il, sa voix tremblant de panique contenue. Depuis ce matin. Je croyais que c'était normal. Mais ça empire. Je t'emmène à l'hôpital. Maintenant. Elle voulut protester, mais la douleur était trop forte. Elle vit dans les yeux de Nicolas une terreur sincère qu'elle ne lui connaissait pas. Elle hocha la tête. Il l'aida à monter dans sa voiture avec une douceur infinie. À l'hôpital, le diagnostic tomba, contraction prématurée due au stress et à la fatigue. Repos strict absolu. Le bébé allait bien, mais il devait rester au chaud encore quelques semaines. On l'installa dans une chambre. Nicolas ne bougea pas de son chevet de toute la nuit. Quand Chloé se réveilla au petit matin, il était là, assis sur une chaise inconfortable, les yeux cernés, ses vêtements froissés. Il ne ressemblait plus au magnate intouchable. Il avait l'air dévasté. « Tu n'es pas parti ?» demanda-t-elle d'une voix faible. « Non. Et je ne partirai pas, sauf si tu me l'ordonnes. » Elle l'observa longuement. « Pourquoi es-tu venu? Pourquoi maintenant ?» Il se leva et s'agenouilla près du lit, prenant sa main avec une précaution extrême. « Parce que je suis un idiot. Parce qu'il m'a fallu te perdre pour comprendre que tu étais la seule chose vraie dans ma vie. Parce que j'ai passé 3 ans à être aveugle, et que maintenant je ne peux plus détacher mes yeux de toi. » Chloé sentit les larmes couler. « C'est trop tard, Nicolas. Tu m'as brisé. Comment croire que ce n'est pas juste à cause du bébé? Tu as raison de ne pas me croire. Je ne mérite rien. Mais Chloé, j'ai vécu l'enfer sans toi. J'ai compris mes erreurs. Valérie n'est plus rien, elle appartient à un passé que je regrette. Je ne suis pas là par devoir. Je suis là parce que je t'aime. » Les mots flottèrent dans l'air. Je t'aime. Ce qu'elle avait tant attendu. Tu as eu 3 ans pour dire ça, pleura-t-elle. Je sais. Et je passerai le reste de ma vie à essayer de me rattraper si tu me le permets. Si tu me dis non, je respecterai ton choix. Je veillerai sur vous de loin. Mais s'il te plaît, laisse-moi une chance. Juste une. Laisse-moi te prouver que j'ai changé. Chloé vit la sincérité brute dans ses yeux, le regret qui le rongeait. Son cœur, malgré tout, battait pour lui. Elle vit qu'il avait souffert, qu'il avait compris. Ce ne sera pas facile, dit-elle. Je ne peux pas oublier d'un coup de baguette magique. J'ai besoin d'actes, Nicolas. Pas de belles paroles. Je serai là, jura-t-il en embrassant sa main. Chaque jour. Je te le promets sur la vie de notre fils. C'est ta seule chance, murmura-t-elle. Je n'en aurai pas besoin d'une deuxième. Les semaines suivantes furent une révélation. Nicolas loua un appartement près de l'hôpital. Il était là chaque jour, apportant des repas, lisant pour elle, parlant au bébé. Il apprenait à être un mari et un père. Il mit ses affaires en suspens pour la première fois de sa vie. Ils parlèrent, vraiment, pour la première fois. Ils reconstruisirent leur relation sur les ruines de l'ancienne, brique par brique.
Quand le moment de l'accouchement arriva, un mois plus tard, c'est Nicolas qui lui tenait la main, l'encourageant, pleurant avec elle quand leur fils poussa son premier cri. Il coupa le cordon avec des mains tremblantes d'émotion. En tenant son fils contre lui, un petit être aux yeux sombres de Chloé et à la force tranquille des Dubois, Nicolas sut que chaque seconde de douleur avait valu la peine pour arriver à cet instant de grâce. Chloé les regarda, l'homme qu'elle aimait et l'enfant qu'ils avaient créé, et sentit la dernière fissure de son cœur se refermer. « Je t'aime, dit-elle doucement. Je t'aime plus que ma propre vie, répondit Nicolas, et cette fois, c'était la vérité absolue. Ils avaient traversé l'enfer pour trouver leur paradis. Une seconde chance inespérée, qu'ils ne gâcheraient pour rien au monde.